Bonjour à tous, elle a commencé sa carrière politique aux côtés de Nicolas Sarkozy, dont elle a été notamment la directrice de cabinet au Conseil général des Hauts-de-Seine, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, puis ministre des Sports du gouvernement Fillon. Elle est aujourd'hui sénatrice de Paris et conseillère régionale d'Île-de-France. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, selon un sondage qui est évoqué ce matin dans les Échos, 72% des Français pensent que la COP21 accouchera seulement d'un accord de façade qui ne changera pas fondamentalement la donne. Est-ce que vous partagez ce pessimisme ? Ils ont des raisons de le penser, puisqu'on conclut des accords depuis 92. On avait même commencé d'ailleurs à négocier en 79, et ça n'a rien changé en termes d'émissions des gaz à effet de serre. Donc ils ont des raisons de le penser. Il y a des points positifs dans l'accord qui va être conclu, c'est que quand même, pour la première fois, il y a plus de 180 États qui se sont clairement engagés. Et pour la première fois, on peut dire que là, on devrait arriver à un réchauffement qui est de plus 3 degrés Celsius. Là, on pouvait atteindre des plus 6 degrés, c'est-à-dire les mêmes écarts de température que par rapport à l'ère glaciaire. Bon. Donc, c'est un point positif. Mais derrière, là où je comprends complètement les Français, c'est que sur des enjeux stratégiques, comme la question du financement, du fameux fonds climat, qui était un grand engagement de Copenhague. Un fonds qui est censé accompagner les pays en développement dans leur transition énergétique. Pour les aider dans leur transition énergétique et éviter qu'ils polluent autant que nous avons pu nous polluer par le passé. Ce fonds, pour l'instant, il n'y a pas 1 euro de clair mis sur la table. Pas de clair. Ouais. De votre point de vue, ce sera le point dur des négociations là, dans les 10 jours qui viennent ? Et évidemment. Comment vous voulez que les pays du Sud, qui seront quand même, enfin les pays en développement pour l'essentiel, qui seront les plus touchés par les changements climatiques. Quand vous regardez une carte des perspectives des changements climatiques, la grande zone rouge, c'est l'Afrique, l'Inde, la Chine, c'est ça la grande zone rouge. Comment vous voulez qu'ils nous fassent confiance ? On leur dit à Copenhague, vous allez voir, on va vous donner, enfin on va mettre sur la table, pas vous donner, 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Et aujourd'hui, en engagement sérieux, solide, il y a, allez, on va dire qu'il y a peut-être 10 milliards sur la table de vraiment sérieux solide. Tout le reste, c'est du ripollinage. C'est-à-dire on a repeint en vert des crédits qui étaient aujourd'hui sur le développement. Oui. Alors, il y a un point qui, semble-t-il, ne figurera pas dans un accord final, si cet accord est conclu, c'est la taxe carbone. Oui. Tout le monde semble d'accord sur un point, c'est qu'il faut une tarification du carbone à l'échelle planétaire si on veut réellement changer les comportements. Là, visiblement, on ne sera pas prêt à l'issue de la COP21 sur ce point. Vous avez raison de mentionner ce point, c'est le point clé de la négociation sur le climat, parce qu'il est recommandé notamment par la Banque mondiale, qui a fait 2 rapports, un qui s'appelait Turn Down the Heat et un tout dernier qui vient de sortir sur les impacts en termes de développement et qui préconise cette taxe carbone en disant, voilà, si on met un prix du carbone et on sait à peu près la valeur cible qu'il faudrait pour ce prix du carbone, 32 euros, 32,40 aujourd'hui, 100 euros la tonne en 2030, grosso modo. Oui. C'est ce qu'on avait chiffré nous aussi en France. Le marché va s'adapter parce qu'il aura des perspectives, donc les acteurs économiques vont s'adapter, ils feront les choix à leur échelle et ce sera toujours beaucoup mieux que des choix faits par des administrations. Aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'il faudrait qu'il y ait une institution centrale qui dise voilà le prix, elle s'applique partout. On a réussi à le faire dans d'autres enceintes, comme autour de l'OMC par exemple. Donc ce serait possible, mais on n'est plus dans cette logique multilatérale qu'on avait à l'époque de l'OMC. Le changement qui est plutôt encourageant, c'est que les entreprises elles-mêmes aujourd'hui et les plus polluantes d'entre elles le réclament, ce prix du carbone. Les entreprises qui sont sur des secteurs d'investissement à moyen et long terme, donc tout ce qui touche notamment les infrastructures, elles sont demandeuses. Oui. Parce qu'elles veulent de la visibilité, elles en ont marre des changements erratiques de décision des gouvernements. Et donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, autant à Copenhague, on était peut-être, nous, politiques, un peu plus en avance qu'une partie de la société, notamment les acteurs économiques sur ce sujet, nous, politiques. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le politique est peut-être plus en retard que les acteurs économiques et les entreprises qui agissent parce qu'elles savent bien que c'est un énorme marché de développement pour demain. Sur ce point, est-ce que vous considérez que le gouvernement aurait dû en faire plus en amont de la COP21, aurait dû en faire vraiment un thème très très fort et aurait dû mobiliser Déjà, le gouvernement aurait dû s'appuyer clairement sur les entreprises qui ont été très absentes des négociations parce qu'on ne leur a pas donné la place qu'elles méritaient. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le gouvernement mériterait aujourd'hui un peu de vérité. Le problème, c'est que ce gouvernement vient de signer, par exemple, un engagement avec les États-Unis et un certain nombre de pays pour doubler les fonds dans l'innovation pour les énergies renouvelables. Les doubler. Ouais. On vote un budget. Là, il est en discussion au Sénat. On va voter la partie écologie mardi. On vote un budget qui baisse ces crédits.
moins 20% grosso modo, qui baisse ses crédits. Et non seulement ce budget sera en baisse, mais en loi de finances rectificative, c'est-à-dire à la fin de l'année, quand on va dire on n'a plus de sous pour payer, le premier budget qui va être touché, c'est celui-ci. Ouais. Donc là, il y a un problème de... Enfin, c'est un mensonge à l'égard des Français. De cohérence entre le discours officiel et c'est plus qu'un problème de cohérence. C'est-à-dire que les discours, moi, je peux vous les faire sans problème. J'en ai écrit plein. Les beaux discours, on sait faire. Après, c'est l'action qui compte. C'est là où se joue la confiance. Et quand le gouvernement dit « vous allez voir ce que vous allez voir » et il nous fait voter des budgets qui disent l'inverse, enfin, les Français, je pense, ne sont pas dupes non plus de cette situation. C'est pour ça qu'ils sont aussi sceptiques sur l'accord climatique. Alors l'environnement sera évidemment au cœur aussi des élections régionales qui se tiennent pour le premier tour, en tout cas le week-end prochain. Je précise que vous figurez en Ile-de-France en deuxième position sur la liste des Hauts-de-Seine, oui. Liste républicain modem UDI. Un certain nombre de mesures ont trait à l'environnement. Oui. C'est vrai pour ce qui concerne la liste républicain, c'est vrai aussi du côté de Claude Barthelone. Est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 mesures fortes de ce point de vue-là ? Nous, on a mis vraiment... tout notre axe, tout le paquet sur le sujet de la pollution de l'air. Parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui qui a les pires conséquences sanitaires, non seulement en France, mais dans le monde. Vous savez que c'est classé la première cause de mortalité par l'OMS depuis le mois d'avril. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on tire le sonnette d'alarme. Donc on avait, depuis le début, c'était un de mes engagements, demandé la mise en place de l'écotaxe poids lourds pour les poids lourds en transit. Donc ça, ça figure dans notre programme. Les systèmes de dépollution de l'air dans le métro. Ouais. Vous savez que c'est quand même l'endroit le plus pollué aujourd'hui en termes de particules, parce que c'est fermé et il y a toutes les particules liées au freinage des métros. Ensuite, il y a la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des bâtiments privés. Parce que c'est quand même l'enjeu majeur de la COP21, c'est l'économie d'énergie. Celle-ci, c'est la plus rentable. C'est rentable sur le plan économique, c'est rentable sur le plan environnemental et c'est rentable sur le plan social. Donc la mise en place d'une agence, d'une société d'économie mixte d'ailleurs, qui collecte l'ensemble des fonds qui sont aujourd'hui dispersés entre les uns et les autres et qui met tout le paquet sur la rénovation du bâtiment, pas seulement public, mais aussi et peut-être surtout privé. Et puis alors il y a la volonté de développer l'agriculture francilienne pour encourager la consommation de proximité. Locale. Franchement, sur tous les points que vous venez de citer, on a peine à distinguer des différences entre ce que vous proposez et ce que propose Claude Barthelone. Sur ces sujets-là, en tout cas, c'est assez proche. Hein. Le vrai sujet, c'est encore une fois la confiance. Parce que, effectivement, les socialistes ont toujours dit qu'ils voulaient développer ça. Vous vous souvenez d'ailleurs que Jean-Paul Huchon avait fait en 2004 son slogan « Première éco-région de France ». Sauf que l'Île-de-France se situe en queue de classement sur tous les sujets, que ce soit le développement de l'agriculture biologique. L'approvisionnement en agriculture biologique des lycées, sur 470 lycées, il y en a 10. Il y en a 10 où il y a du bio dans les cantines. Donc le vrai problème est quand vous votez des budgets, c'est pareil, tous les budgets ont été à la baisse sur la question de l'environnement. On a baissé quasiment de 25% les budgets environnement depuis 2010. Donc Claude Barthelone, il fait des discours, sauf qu'ils ne les ont jamais appliqués quand ils étaient en responsabilité. Nous, notre discours, c'est de dire on veut redévelopper effectivement l'agriculture maraîchère, puisque c'était quand même la grande force de l'Île-de-France. Vous savez que la moitié de l'Île-de-France, c'est du terrain agricole et naturel, ce que les gens ne savent pas en général. Donc on a un énorme potentiel pour redévelopper cette agriculture, faire que beaucoup d'agriculteurs céréaliers se convertissent aussi effectivement sur du maraîcher, parce que c'est ce dont on a besoin en Île-de-France. Est-ce que vous nous faites la promesse aujourd'hui que l'environnement sera la priorité de la nouvelle majorité en cas de victoire aux élections régionales ? Sinon, je ne serai pas. Voilà. Sinon, je ne serai pas là. Et Valérie Pécresse a clairement dit qu'elle souhaitait une vice-présidente qui soit en charge de manière très transversale de ces sujets pour mettre effectivement de l'ambition écologique partout. Pas pour faire des slogans. Moi, je ne fais pas partie de cette écologie verte aujourd'hui extrêmement agressive qui est contre tout et même contre la ligne 18 du futur métro du Grand Paris. Mais je suis au contraire pour une écologie qui va permettre d'innover parce qu'on voit bien dans le monde aujourd'hui, quand vous voyez les taux de progression par exemple de l'énergie solaire qui avait fait plus 600% depuis 2010, on se dit, écoutez, l'avenir, il est là. Il n'est pas ailleurs. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. À bientôt. Merci.